Merci, bonsoir. Donc, je vais vous parler, moi, de conséquences du réchauffement climatique, enfin, ou du dérèglement climatique sur les océans, ou plus exactement sur la pêche. J'imagine que vous avez assisté à un certain nombre de conférences sur le réchauffement climatique. Généralement, ça commence par ce genre de figure. Quelque chose qui monte, qui démarre à la fin du 19e siècle et puis qui explose au 20e siècle. Et cette courbe-là, ça peut être au choix la population terrestre, la consommation de charbon, les énergies fossiles et des tas de choses comme ça. C'est la courbe qui nous dit que nous, les humains, nous sommes en train de faire une drôle d'expérience qui consiste à chauffer la marmite dans laquelle nous sommes pour regarder ce que ça donne. Quand on s'intéresse à l'océan, cette courbe qu'il faut regarder, il y en a une autre qu'il faut regarder, ou plus exactement, celle qu'on regarde, c'est aussi la courbe des captures. Et en fait, la courbe que je vous montre là, ce n'est pas quelque chose qui a rapport avec le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui a à voir avec l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins. Et avant de vous parler de vos réchauffements climatiques, il va falloir que je passe par un petit détour qui est de vous parler de l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir comprendre l'impact du changement climatique sur la pêche si on ne commence pas par regarder l'impact de la pêche sur les ressources et donc quelque part sur la pêche. Donc ce que nous dit cette courbe, c'est que la pêche, fondamentalement, s'est développée durant le XXe siècle. Elle démarre à la fin du XIXe. Vous voyez le premier trou de la Première Guerre mondiale, le second trou de la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'accroissement se fait pour l'essentiel à partir des années 50. C'est la période de la mise en exploitation de tous les océans mondiaux. La deuxième chose que nous dit cette courbe, c'est que cette croissance est désormais terminée, ou plus exactement, elle s'est terminée dans l'océan Atlantique depuis les années 70 et dans l'océan Pacifique et maintenant dans l'océan Indien depuis les années 90. Le pic de production en matière de ressources halieutiques est derrière nous. On vous parle souvent du pic de la consommation du pétrole, du pic, etc., qui sont des pics à venir. Je dirais la pêche est en avance en ce sens que nous avons déjà dépassé le pic de production. Il a été atteint en 1996. Donc bien sûr, il va falloir s'interroger à l'impact de ces captures qui ont explosé et pourquoi elles ont diminué. Elles ont augmenté. Ce n'est pas une surprise parce que la pression de pêche a augmenté, le nombre de bateaux a augmenté, la taille des bateaux a augmenté. On retrouve sur ce graphe, la figure bleue, c'est de nouveau les captures, et puis la figure rouge, eh bien, c'est le nombre de kilowatts de tous les bateaux qui sont là à pêcher. Et vous voyez que ce que nous dit cette courbe rouge, c'est que ce nombre de kilowatts a été multiplié en gros par 10 depuis les années 50. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que alors que les captures n'augmentent plus, les kilowatts continuent à augmenter. On a de plus en plus de bateaux, de plus en plus de kilowatts, de plus en plus de dépenses énergétiques, de plus en plus de coûts d'exploitation pour finalement des captures qui n'augmentent plus. Et donc un système dont l'efficacité productive diminue. On verra plus loin que ce n'est pas tout à fait vrai en Europe, ça change, mais retenez cette idée qu'au niveau mondial, la pression de pêche continue à augmenter. Il y a autre chose qui est intéressant à regarder. Voici toujours une courbe des captures. On zoome cette fois-ci sur la mer du Nord. Et si je vous montre ce zoom sur la mer du Nord, c'est pour bien mettre en évidence deux périodes qui sont assez différentes. Vous voyez qu'on retrouve cet accroissement de la pêche avec la première dépression liée à la Première Guerre mondiale, la deuxième dépression liée à la Guerre mondiale, et puis la pêche qui augmente. Mais vous voyez qu'à partir des années 60, il y a un changement complet. Ce changement complet, c'est que jusque-là, on exploitait essentiellement, il y avait une espèce qui était très dominante, qui était le hareng, quelques autres espèces importantes, la morue, la plie et quelques autres. Et puis dans les années 60, le stock de harengs de mer du Nord s'effondre, victime de la surpêche, victime probablement de conditions climatiques défavorables. Mais ceci va entraîner une réorganisation complète du système, une réorganisation de l'écosystème, mais aussi une réorganisation du système d'exploitation. Et on va passer d'une exploitation qui était centrée sur l'exploitation de quelques espèces. On allait pêcher les quelques espèces les plus intéressantes, celles qui avaient la plus forte valeur commerciale, celles qu'on connaissait, celles pour lesquelles il y avait des habitudes de consommation. Et on va passer à une situation dans laquelle on se met à exploiter toutes les espèces, je dirais une espèce d'exploitation tout azimut, tout ce qui se mange se met à être pêché. Et les effets de cette exploitation qui devient d'une certaine manière une exploitation écosystémique, c'est que les captures peuvent encore augmenter pendant quelques années. Et puis, vous voyez que dans la dernière période, elles diminuent très fortement. Elles ont été divisées par 2 en mer du Nord sur les 20 dernières années, en partie pour des raisons de régulation de l'activité de pêche, mais en partie aussi pour raison d'effondrement d'un certain nombre de stocks. Alors, quel effet sur les écosystèmes? La règle du jeu, elle est assez simple et je pense que tout le monde peut la comprendre. Plus de bateaux égale moins de poissons dans la mer.
plus vous avez de bateaux, et bien moins il y aura de poissons dans la mer. Ce qui est peut-être moins évident à comprendre, c'est que cette diminution, on va en voir quelques exemples, cette diminution, en fait, elle intervient en deux phases. Contrairement à ce que croit le grand public, ce n'est pas dans un premier temps un problème de renouvellement du stock. Dans un premier temps, vous voyez que le renouvellement du stock, la courbe en rouge ici sur mon graphe, reste relativement constant. Tout se passe comme si la nature avait prévu un nombre excédentaire, allez, je vais le dire de manière très naïve, de bébés poissons. Peu importe que la quantité de maman poisson, le stock reproducteur, en réalité diminue, le renouvellement du stock est toujours le même. Et si l'abondance du stock diminue, c'est parce que les structures démographiques de la population sous-jacente changent, les vieux poissons, qui représentent des fortes biomasses, diminuent. Et puis, à partir d'un certain moment, évidemment, si on diminue trop fortement, si on augmente trop la quantité de bateaux, si on augmente trop la pression de pêche, si on diminue trop fortement la quantité de géniteurs, le renouvellement du stock est affecté et le stock s'effondre. On va retrouver ces impacts dans les questions de changement climatique un petit peu plus loin. Alors, plus de bateaux, moins de poissons. En voici un exemple d'une reconstitution faite depuis les années 50 dans la zone qu'on appelle la mer Celtique, le golfe de Gascogne, disons entre le sud de l'Irlande et le nord de l'Espagne. C'est un travail qu'on a fait avec une collègue canadienne pour reconstituer d'un côté l'augmentation de la pression de pêche. Donc, vous voyez qu'elle a augmenté, elle a été multipliée quasiment là aussi par 10 sur la période. Et puis l'abondance de l'ensemble de tous les poissons exploités, alors qui reste très incertaine, hein, c'est pour ça qu'il y a un grand secteur bleu là ici au début, mais qui diminue en gros d'un facteur 6 sur la période. Et ce que nous dit aussi cette courbe, qui est vraiment assez représentative de ce qui s'est passé en Europe, c'est que les grandes diminutions de l'abondance des stocks, elles sont intervenues très vite au début des développements de la pêche, probablement même avant, dans les années 20, 30, voire à la fin du 19e siècle, mais encore très fortement, des très fortes diminutions dans les années 50, 60, 70. Et depuis une trentaine d'années, au contraire, en zone européenne, on est dans des niveaux de basses eaux. Nous nous sommes d'une certaine manière habitués à gérer une pénurie. Les pêcheurs nous disent on a toujours connu ça. Oui, parce qu'ils ont commencé à pêcher dans les années 70-80 et que tout le monde a un petit peu oublié ce qui se passait il y a 50 ans et encore plus il y a un siècle. Voilà une autre façon de représenter cette idée plus de poissons, plus de bateaux, moins de poissons. Cette carte-là a été construite à partir de modèles assez sophistiqués d'écosystèmes par des collègues de Vancouver. Vous avez ici la cartographie de la biomasse des poissons en 1900. Les poissons, il s'agit des poissons de fond, sont essentiellement présents sur les plateaux continentaux le long des côtes. Et puis, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que la densité change un peu. Voilà, selon la même échelle, la représentation du nombre de poissons aujourd'hui. La quantité de poissons de fond dans l'Atlantique Nord, on estime qu'elle a été divisée par 10 au cours du siècle dernier. Là où il y avait avant 10 tonnes sur le fond, les impacts de la pêche font qu'il n'y a plus qu'une tonne sur le fond. C'est là, évidemment, qu'il va falloir s'intéresser au changement climatique dans ce contexte-là. Alors, en même temps, ça, ce sont des choses, la surexploitation des océans, qui sont finalement assez bien connues maintenant du grand public. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que derrière, il y a des changements aussi plus qualitatifs. Il y a des changements de composition d'espèces. On s'intéresse beaucoup à la notion de niveau trophique et à l'impact de la pêche sur les réseaux trophiques. Pour aller vite, le niveau trophique des algues, du phytoplancton, c'est 1, ceux qui les mangent, c'est 2, ceux qui les mangent, c'est 3. Et puis, vous voyez qu'en milieu marin, les prédateurs supérieurs ont un niveau 5. Et ce sont les prédateurs supérieurs qui ont été les premiers, les plus affectés par la pêche. Les grands requins, les grands thons, les grandes espèces comme la morue, comme les mérous, etc., qui sont les plus pêchés. Alors qu'à l'inverse, des espèces, ce qu'on appelle les petites espèces, sont plus résilientes et constituent aujourd'hui une forte quantité des captures. Parmi ces petites espèces, on peut d'ailleurs, ou parmi ces bas niveaux trophiques, il faut citer le cas des invertébrés, les mollusques, les crustacés, qui sont aussi des espèces peut-être plus sensibles au réchauffement climatique. Donc voilà, donc la pêche modifie. Alors, évidemment, depuis un siècle, on a essayé de mettre en place des mesures de gestion. Et progressivement, il y a une mesure de gestion qui s'est imposée de manière, on dirait, universelle, qui est maintenant reconnue par tous les traités internationaux. L'Europe y est venue très très tard. Mais enfin, elle y est venue. C'est ce qu'on appelle la gestion au RMD, RMD pour rendement maximum durable. Et cette gestion, elle s'appuie sur cette courbe de capture. Alors, je vais la commenter un instant. Ce que nous dit cette courbe, c'est que lorsque vous augmentez le nombre de bateaux, dans un premier temps, vos captures augmentent. S'il n'y a pas de bateau, vous ne pêchez pas. Vous mettez un certain nombre de bateaux, les captures augmentent. Mais si vous les augmentez trop, eh bien,
plus de bateaux, moins de poissons sur le fond, moins de poissons sur le pont, comme disaient les pêcheurs, et vos captures diminuent. Cette courbe, elle est intéressante à regarder parce que les économistes, généralement, représentent des choses qui ressemblent à ça. C'est ce qu'on appelle la fonction de production. La fonction de production, on met en abscisse la quantité de capital et de travail, et on dit plus j'augmente le capital et le travail, plus la production augmente. Alors pas linéairement, mais plus elle augmente. Et vous voyez que la pêche a ceci de très particulier, qu'il y a un moment donné où vous mettez plus de travail, plus de capital, et la production n'augmente pas, au contraire, elle diminue, elle peut même tendre vers zéro. Le progrès technique qui va consister à avoir plus de bateaux va se traduire in fine par une diminution des captures. Alors, ayant ça à tête, la norme de gestion qui a été adoptée internationalement, c'est de dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle les situations de surexploitation. Les situations de surexploitation, ce sont ces situations où il y a trop de bateaux, où la capture diminue, et il faut donc mettre en place la fameuse gestion ORMD. Est-ce qu'on l'a fait? Oui, en partie, on l'a fait. Je vous présente ici les résultats d'un groupe de travail que j'ai animé au niveau européen et qui fait la synthèse pour tous les grands stocks européens exploités dans l'Atlantique, hors Méditerranée, donc 57 stocks. Alors, trois figures. Première figure, une figure qui est la pression de pêche. Ce n'est pas le nombre de bateaux, mais c'est le pourcentage des poissons qu'on pêche chaque année. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez que ce pourcentage, jusqu'à la fin des années 90, a été extrêmement élevé. On pêchait à la fin des années 90, on pêchait chaque année plus de 40% de la biomasse présente en moyenne sur tous les stocks. À partir de la fin des années 90, on a commencé à mettre en place des mesures réellement efficaces de régulation, notamment par les quotas de pêche, de diminution des flottilles de pêche. Et on a obtenu un résultat que, dans le fond, peu de scientifiques pouvaient espérer il y a encore quelques années, qui est que la pression de pêche a été globalement diminuée en Europe par un facteur 2 depuis une douzaine d'années. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, sans crise économique, sans impact fort pour les pêcheurs. Hein. C'est quelque chose qui a été compliqué et douloureux. Mais des mesures ont été prises et elles ont été extrêmement efficaces en termes de diminution de la pression de pêche en Europe. Dans le même temps, deuxième courbe, on espérait bien que moins de bateaux égale plus de poissons. Et ce que nous dit la deuxième courbe, c'est la biomasse totale de tous ces stocks exploités, de ces 57 stocks. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle augmente très peu. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est que, d'une certaine manière, on a promis aux pêcheurs qu'en diminuant la pression de pêche, l'abondance des stocks reviendrait. Pour l'instant, ça fait 12 ans que la pression de pêche commence à baisser et il n'y a pas encore grand-chose de très net pour l'ensemble des stocks. Il y a de la diversité, certains stocks reviennent, mais d'autres ne reviennent pas, et globalement, les choses ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des effets de retard? Il faut peut-être attendre plus longtemps, on est encore très prudent, un stock, ça ne se reconstitue pas du jour au lendemain, on le sait d'avance, mais 12 ans, ça commence à être un peu long. Et puis, troisième courbe, c'est celle de mon fameux recrutement, le renouvellement de mes jeunes poissons qui arrivent tous les années. Et alors ça, c'est vraiment l'espèce de courbe qui a été une certaine surprise dans ce groupe de travail, c'est qu'on ne se rendait pas compte à quel point le recrutement, c'est-à-dire le renouvellement de tous les stocks halieutiques en Europe était en diminution quasiment d'un facteur 2 depuis une vingtaine d'années. Et bien sûr, la question qui vient derrière, c'est pourquoi ce renouvellement des poissons est en diminution. Alors, trois grandes causes possibles. La surpêche, qui peut avoir eu des effets plus importants qu'on le croyait sur les stocks de géniteurs, sur la diversité génétique des stocks de géniteurs et tout un ensemble de choses. Probablement des effets de l'habitat, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, on pourra en faire une conférence entière, mais sur la qualité des milieux, sur les problèmes de pollution, ou plutôt plus souvent d'habitat, des habitats essentiels. Et puis, troisième élément, qui intervient au moins pour un certain nombre de stocks, le réchauffement climatique, clairement peut être en cause pour un certain nombre de stocks dans cette baisse du recrutement. Alors, j'analyserai un exemple qui montre bien ça. C'est le cas de la morue de mer du Nord, le cabillaud. Cette morue de mer du Nord, c'est un stock qui est très étudié, qui est important économiquement. C'est un peu la drosophile des gens qui font de l'halieutique. On a observé une diminution forte du stock de géniteurs. C'est un stock qui se porte aujourd'hui très mal. Mais quand on regarde les cartographies, alors ces cartes sont un petit peu bizarres, elles varient de largeur, mais c'est toujours la mer du Nord. Hein. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'abondance des géniteurs a diminué, les faibles homogène. Cette diminution, elle s'est faite essentiellement dans la zone sud et elle traduit quelque part un phénomène de diminution plus forte au sud qu'au nord qui va se traduire par cette impression de déplacement des stocks vers le nord. En réalité, quand on parle de déplacement vers le stock vers le nord, c'est rarement un déplacement des poissons eux-mêmes, c'est un déplacement plutôt du barycentre de la population qui se déplace vers le nord parce que les populations les plus au sud ou les sous-populations les plus au sud sont les plus affectées. Alors, le stock de géniteurs a baissé
d'abord par un effet du réchauffement climatique, c'est une chose qui est tout à fait certaine. Et dans le même temps, le recrutement, ça, ce sont des cartes de recrutement, a aussi baissé. Et ce qui apparaît assez vite, c'est que vous voyez qu'on a des abondances du recrutement dans la dernière période qui sont relativement faibles sur cette carte, mais qui ne sont pas en accordance avec les stocks des géniteurs. Ce n'est pas l'abondance des géniteurs, la baisse de l'abondance des géniteurs, qui explique fondamentalement la baisse de l'abondance du recrutement. Et les auteurs qui ont fait ce travail ont montré qu'on pouvait construire un modèle qui expliquait finalement assez bien cette diminution de l'abondance des géniteurs, pardon, cette abondance des jeunes poissons, des recrues, et que ce modèle montrait que l'effet principal, c'était là aussi un effet du réchauffement climatique, avec notamment des changements de la composition du zooplancton. Les deux espèces que vous avez là, ce sont des espèces du zooplancton qui n'ont pas la même valeur énergétique. Et lorsque la température en mer du Nord a augmenté, l'une des deux espèces a augmenté, l'autre a diminué. Et c'est ce changement finalement de la ressource alimentaire des larves de morue qui est considéré aujourd'hui comme un des facteurs principaux de cette baisse d'abondance de la morue. Alors voilà, donc il y a un effet du réchauffement climatique sur les stocks de poissons. Bon, en réalité, cet effet du réchauffement climatique, on a commencé à le regarder assez tard dans le domaine de l'halieutique. Obnubilé qu'on était par les impacts de la pêche, on y est revenu ces dernières années. Et dans les travaux qui sont récents, on s'aperçoit que en fait, cet effet est déjà là depuis un certain nombre d'années. Une des manières les plus simples de montrer ça, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle la température moyenne des captures. La température moyenne des captures, c'est pas vous mettez le thermomètre pour savoir combien mesure chacun des poissons. Vous regardez quel est le préférendum thermique de cette espèce. Une espèce qui vit en milieu chaud, on va dire sa température préférée, c'est 28 degrés, puis si elle vit en milieu froid, c'est 8 degrés, puis si elle vit en milieu moyen, et on peut comme ça calculer le préférendum moyen, si vous voulez, des espèces qu'on est en train de pêcher. Et de manière assez spectaculaire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette température moyenne des poissons, ou ce préférendum moyen des poissons, a augmenté d'1 degré au cours des 30 dernières années, à peu près dans les mêmes proportions que la température de l'eau de la mer augmentait elle-même. Autrement dit, il y a déjà dans votre assiette un remplacement de certaines espèces par d'autres, avec plus d'espèces tropicales et moins d'espèces polaires. Du moins, c'est ce qui intervient dans les zones subtropicales et tempérées chez nous. Et le petit schéma qui est à côté montre cette apparition de poissons d'eau chaude et cette disparition attendue, cette apparition de poissons d'eau chaude et cette disparition des poissons d'eau froide. En zone tropicale, c'est plus compliqué parce que les poissons peuvent partir vers le nord, mais il n'y a pas de poissons d'eau plus chaude que les eaux chaudes qui peuvent arriver. Donc, effectivement, ce qu'on observe très clairement, c'est que la température moyenne des poissons ne peut pas augmenter. Et on se demande si l'une des raisons pour lesquelles il va y avoir des impacts forts dans ces zones intertropicales, c'est parce que là, il n'y a pas de réserve de poissons qui peuvent venir de plus au sud ou de plus chaud pour alimenter ces écosystèmes. Un certain nombre de travaux se sont, à partir de là, intéressés à ce phénomène de déplacement vers le nord, de changement de la répartition spatiale des populations de poissons, notamment des collègues de l'université de Vancouver, là, conduite par William Chung. Alors, on construit pour chaque espèce de poisson, ou chaque espèce, pas que les poissons d'ailleurs, chaque espèce exploitée, y compris les mollusques, les crustacés, des modèles d'habitat qui tiennent compte du préférendum à la fois de la nature du fond, de la latitude, de la profondeur, etc., mais aussi de la température de chaque poisson. Donc, pour chaque espèce, on construit un modèle de ce type-là. Et puis après, on peut faire ça pour à peu près toutes les espèces qui sont repérées comme exploitées, 1066 espèces dans cette étude. Et puis on regarde comment ça va impacter l'ensemble de toutes les populations. On retrouve, première idée, ce dont vous a déjà parlé Jean-Pierre Gattuso, c'est le déplacement vers le nord qui est attendu sur ces populations. Les modèles indiquent que 80% des espèces devraient se déplacer vers les pôles dans les 50 années à venir. On fait essentiellement la dissimulation entre aujourd'hui et 2050. Un déplacement moyen sur la période des 50 ans qui est de l'ordre de 230 à 290 km sur 50 ans, donc quelque chose de très important. Et puis avec des différences fortes entre les poissons du fond qui vont plutôt se déplacer moins, ce qu'on appelle les poissons démersaux, et les poissons de surface, les sardines, les harengs, etc., pour lesquels on attend des déplacements très très importants. Ça veut dire aussi que ça va avoir des impacts sur la biodiversité marine, en tout cas la biodiversité marine de cette partie un peu supérieure des réseaux trophiques qui est celle qu'on exploite par la pêche. Vous avez là une carte de la diversité marine actuelle, celle qu'elle se présente. Et ce que nous dit cette carte, c'est que la diversité, cette biodiversité, elle est minimale au pôle où il y a un très petit nombre d'espèces et maximale en zone tropicale. Avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait des invasions d'espèces liées à ce phénomène de migration vers les pôles, des invasions qui vont être particulièrement intenses, c'est la première carte, d'une part en zone complètement arctique et d'autre part dans le sud de l'océan Atlantique, de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique.
On s'atteint à ce qui est à l'inverse des extinctions locales, essentiellement dans les régions subpolaires et tropicales. Et au bout du compte, surtout, on s'attend à ce qu'il y ait un turnover extrêmement important de l'ensemble des espèces présentes dans les différents écosystèmes. Donc on s'attend à des bouleversements assez forts de la composition spécifique observée, y compris dans les captures d'ici une cinquantaine d'années. Et puis à partir de là, on peut essayer d'estimer l'impact sur les potentiels de capture. Dans ces modèles-là, on voit qu'il y a des zones où on attend un accroissement qui peut être tout à fait important, hein, de l'ordre de 30 à 70% dans les zones tempérées, dans les zones les plus froides, qui vont bénéficier, un certain nombre de stocks des eaux froides vont bénéficier du réchauffement climatique, alors qu'à l'inverse, on s'attend à une baisse de l'ordre de 40% sur les tropiques. La carte est exprimée ici en pourcentage de variation. En fait, ça donne une image assez biaisée parce que les captures ne sont pas faites sur tout l'océan. Les captures sont à 90% faites sur les plateaux continentaux, le long des côtes. Donc là, vous avez une représentation, alors peut-être moins lisible, mais en réalité plus réaliste, qui vous montre la répartition des captures aujourd'hui et puis les changements attendus. Et là aussi, le résultat est d'une certaine manière conforme. On attend des gains pour des pays comme la Norvège, le Groenland, l'Alaska, et à l'inverse, dans ce modèle-là, des pertes pour l'Indonésie, pour les USA, etc. Ce modèle a été discuté, y compris par William Chang, qui a depuis refait des papiers en essayant d'y rajouter des effets de l'acidification. En fait, ça sera le dernier ensemble de choses que je vous montrais. Il y a un travail plus récent qui a développé une approche tout à fait différente, non plus basée sur le déplacement des poissons, mais vraiment sur une modélisation de l'ensemble des réseaux trophiques depuis un couplage entre modèle physique et modèle biologique qui part donc des facteurs température, de l'impact de ça sur la production primaire, de cette production primaire sur tout le réseau trophique jusqu'au niveau des captures. Et ceci est fait dans 20 grands écosystèmes, ce qu'on appelle les larges marines écosystèmes, sur les principales côtes du monde, pas partout. Alors, le premier point de départ, c'est effectivement de dire que dans ces grands écosystèmes, sur toute la couche, ce qu'on appelle la couche de mélange qui occupe les plateaux continentaux, donc qui est l'habitat de l'immense majorité des stocks de poissons exploités, on attend des augmentations de température relativement importantes, entre 0,2 degrés, qui est le minimum en Irlande, et jusqu'à plus 2,9 degrés en Corée et en Chine. Globalement, en valeur moyenne, sur ces écosystèmes-là, la production primaire va augmenter dans des proportions relativement importantes, de l'ordre de 14%. Alors, en réalité, il y a derrière deux phénomènes un peu contradictoires. D'un côté, la température plus élevée, ce sont des turnovers plus élevés, donc des taux de productivité a priori plus élevés. Mais d'autre part, la productivité dépend beaucoup des échanges liés à la circulation océanique et notamment à la remontée d'eau froide riche en plancton. Et on s'attend à ce que le réchauffement climatique augmente les problèmes de stratification et donc bloque dans un certain nombre d'endroits les remontées d'eau froide et les remontées de nutriments et donc diminue la production. Donc du coup, cette augmentation de production primaire, 14%, c'est un chiffre moyen, mais avec des gains beaucoup plus importants dans les zones nord et au contraire, une baisse dans les zones intertropicales. Alors derrière, on peut aller regarder ce que ça donne en termes de capture. En termes de capture, ça fait des gains beaucoup moins importants, 3,4%, et j'ai envie de dire 3,4%, ça veut dire qu'on n'est pas loin de zéro, ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose qui soit presque stable, plutôt un peu en augmentation, mais enfin là on n'a pas mis l'acidification, donc il y a quand même l'incertitude dans ces choses-là. Ce qui est peut-être plus important, c'est de bien voir qu'en réalité, il va y avoir des gagnants et des perdants dans cette histoire-là. Les gagnants, incontestablement, ça va être la mer du Nord, mais aussi des pays autour du golfe de Guinée, Japon qui est dans les pays qui devraient gagner le plus, et à l'inverse, des baisses dans certains endroits. Alors ça, on peut aussi le représenter sous une forme qui est intéressant. Sur ce graphique, vous avez en abscisse, dans la partie gauche, les pays qui perdent, dans la partie droite, ceux qui gagnent. Et puis ici, en ordonnée, vous avez ici les pays pour lesquels la pêche est très importante et les pays pour lesquels la pêche est, dans le fond, pas très importante. En France, nous devons être quelque part ici. On s'attend à une légère baisse des captures. Bon, enfin, en France, la pêche, ce n'est pas très important. Culturellement, oui, pour moi, oui. Mais dans l'économie nationale, ce n'est pas très, très important. Là où vraiment ça va poser des problèmes, ce sont donc des pays pour lesquels on attend des pertes, et alors que la pêche représente une proportion très très forte de l'économie nationale. C'est notamment le cas d'un certain nombre de pays en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Donc c'est là qu'on s'attend à des impacts économiques très forts à l'échelle des sociétés du réchauffement climatique par l'impact sur la pêche. En même temps, ce qu'il faut bien dire, c'est que sur ce graphique, vous n'arrivez probablement pas à voir l'échelle, mais pour la très grande majorité des pays, là, les changements attendus sont inférieurs à moins 10, plus 10%, peut-être moins 20, plus 20%. Bon, c'est pas négligeable.
c'est finalement assez faible par rapport à ce que donne une bonne ou une mauvaise gestion des pêches. Une bonne ou une mauvaise gestion des pêches peut vous donner beaucoup plus que des captures augmentées de 20 ou 30%. Et donc la conclusion de cette étude, c'est de dire que la question de la gestion des pêches reste un enjeu majeur. Et ça, alors, bon, ça sera ma conclusion, ça nous amène à l'idée que le réchauffement climatique nous fait probablement obligation de réfléchir à de nouvelles normes de gestion. La norme de gestion internationale qui est maintenant développée en Europe, qui est ce fameux RMD, est probablement insuffisante. Il faut arriver à réconcilier des impératifs de conservation et d'exploitation. Alors ça, c'est ce que représente cette figure. Vous avez ici de nouveau ma courbe des captures, mais cette fois-ci, c'est plus un stock donné, c'est la totalité de tous les stocks. Derrière, il y a des gros modèles qui prennent en compte les interactions entre les espèces. Et vous voyez que l'idée, c'est que là aussi, il y a évidemment un maximum. On pourrait décider de pêcher en essayant d'exploiter le maximum. Mais si on décide de pêcher en exploitant au maximum, on va aboutir à l'idée que beaucoup de stocks seront surexploités. On va surexploiter les morues, on va surexploiter les mérous, on va surexploiter les grands thons, le thon rouge et quelques autres. Et donc à des niveaux qui ne sont pas conformes à des objectifs de conservation. Si on se place sur la zone indiquée par ma flèche rouge, on va admettre de perdre un peu en capture. On ne pêchera que 90% du maximum. Mais dans le même temps, la pression de pêche sera diminuée par 2 avec un taux d'espèces surexploitées qui tombera en dessous du seuil de 5%. Donc ça, c'est cette idée qu'il faut aller vers la recherche d'une minimisation de l'impact en matière de gestion des pêches. Minimisation de l'impact, c'est-à-dire comment on arrive à continuer à pêcher, mais en ayant l'impact le plus faible possible, en réfléchissant aux tailles de capture, en réfléchissant à l'impact sur les habitats, en réfléchissant à l'impact sur les eutrophiques. Bien sûr, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on ne sait pas encore très bien faire, mais ce qu'on essaye de développer, c'est d'arriver à une espèce de maximisation de la résilience des écosystèmes, avoir des écosystèmes qui soient prêts à endosser le choc ou à faire face au choc qu'on attend du réchauffement climatique. C'est l'enjeu de l'approche écosystémique des pêches. Voilà, je vous remercie.